Alors, bonjour à tous. Je suis ravi de vous parler, mais surtout, je suis très déçu de ne pas pouvoir le faire en direct à Narni. Euh, Comme vous le savez, c'est lié à la crise du coronavirus et par prudence, donc, j'ai préféré rester euh, chez moi, donc à Grenoble. Mais je suis quand même très heureux de pouvoir présenter le, la thèse euh, que qui vous a été annoncée autour de la question de la société de séduction. Alors, je reconnais qu'il y a quelque chose de paradoxal à parler aujourd'hui de la société de séduction dans une époque de crise sanitaire où tout le monde a peur et où donc la séduction semble vraiment extrêmement limitée, pour ne pas dire davantage. Mais je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Pour le moment, permettez-moi de vous présenter très schématiquement les idées centrales du paradigme que je propose, à savoir celui d'une société de séduction. Là aussi, bien entendu, il y a quelque chose de paradoxal, parce que depuis de nombreuses années, il y a de nombreux sociologues et théoriciens qui ont développé l'idée selon laquelle toute notre société fonctionnait contre la séduction, comme une machine à réduire ou à éliminer la séduction en mettant en évidence la pornographie, le speed dating, la fin de la galanterie, la fin de la cour amoureuse, et aussi dans l'art contemporain, par exemple, le trash, l'horreur, les immondices, et qui ferait que nous serions dans une société d'anti-séduction. Baudrillard parlait d'une société de production qui fait reculer ou annule la société de séduction. Je pense que ce sont là des analyses intéressantes, mais fausses, qui sont des analyses nostalgiques du passé, parce que ce qui caractérise notre monde, ce n'est pas le recul de la séduction, c'est au contraire une dilatation exponentielle des logiques de séduction. Et c'est cette thèse que j'aimerais présenter devant vous. Je vais prendre un peu de recul pour avoir une approche, je dirais, anthropologique sur le phénomène de la séduction. Comme vous le savez, depuis que les espèces vivantes se reproduisent par la voie sexuelle, les comportements de séduction semblent à bien des égards en dehors de l'histoire, ils semblent éternels. Il y a, même chez les animaux, dans beaucoup d'espèces animales, il y a des logiques de séduction. Dans toutes les sociétés, il y a des phénomènes de séduction. Pourtant, il existe bel et bien, je pense, c'est la thèse que je développe, une histoire de la séduction. Et sur ce point, notre époque, que j'appelle hypermoderne, marque une rupture majeure dans l'histoire multimillénaire de la séduction. Longtemps, même le plus longtemps dans l'histoire
des sociétés, la séduction s'est exercée sous le contrôle de la tradition. Et la séduction se limitait pour l'essentiel au domaine des mœurs et des artifices esthétiques. Cet univers n'est plus le nôtre. On est passé, depuis les années 50 à peu près, un peu plus d'un demi-siècle, de l'ère de la séduction limitée à la séduction souveraine, ayant une dimension infinie. Nous sommes entrés dans l'époque de la séduction généralisée, une séduction tentaculaire et détraditionnalisée. En effet, à présent, les opérations de séduction s'exercent en tout lieu et à tout moment du jour et de la nuit, dans les rues, sur les écrans de nos ordinateurs, dans l'univers des objets, comme dans celui de la communication, de la politique et de la culture. Partout, il y a des opérations de séduction. Dans les sociétés du passé, les manœuvres de la conquête amoureuse constituaient l'épicentre du monde de la séduction. Il n'en va plus ainsi. Aujourd'hui, franchement, où commencent et où s'arrêtent les stratégies de séduction? Elles sont partout. Elles s'infiltrent dans un nombre grandissant de domaines. Les objets, les images, le corps, les loisirs, l'enseignement, la rhétorique politique, tout cela est traversé, reconfiguré par les logiques de séduction. La séduction est devenue le principe organisateur de l'économie de la consommation, des médias, de la communication politique et même de la manière d'élever les enfants. La visée de séduire, de plaire, est ainsi passée du monde clos de jadis, du monde de la tradition, au monde infini contemporain. La séduction, elle est partout. Aujourd'hui, il s'agit de plaire au quotidien aux autres, par exemple au travers des réseaux sociaux, dans Facebook, dans tous les réseaux sociaux, les gens cherchent à se mettre en valeur, à séduire par leurs images, leurs photos, leurs selfies, leurs discours. Il s'agit aussi de plaire à soi-même en cherchant à ne pas vieillir, à rester jeune. Le maquillage, la mode s'est infiltré dans tous les domaines et à tous les âges. Il s'agit, et je vais y revenir, de plaire aux consommateurs, c'est un point essentiel évidemment, mais aussi plaire aux citoyens, c'est le marketing politique et l'état spectacle, et plaire enfin aux enfants au travers de ce qu'on appelle l'éducation permissive. Bref, la séduction est devenue omniprésente et hégémonique. Et c'est en quoi nous vivons, je pense, pour la première fois dans l'histoire, dans une société de séduction. Il n'y a pas simplement des mécanismes de séduction, ça, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, on est dans une société de séduction. Dans toutes les sociétés connues depuis le Paléolithique, il y a des pratiques de séduction. Toutes les sociétés ont inventé, ont mis leur génie dans l'invention de danse, de chants, de costumes, de parfums, d'artifices, de maquillage, mais aussi de pratiques magiques, les filtres d'amour,
les talismans, les amulettes, les incantations pour plaire, pour être plus beau ou plus belle. Toutes les sociétés ont travaillé pour, d'une certaine façon, accroître le charme, la séduction des corps et des visages. Alors, me semble-t-il, à l'échelle des millénaires, deux logiques contraires structurent les sociétés humaines sans exception, à l'exception de la nôtre. Alors, pendant des millénaires et des millénaires, il y a donc eu deux logiques. La première consistait à inventer, comme je viens de le dire, des dispositifs pour accroître le pouvoir de séduction des êtres. Il s'agissait de trouver des moyens pour intensifier, amplifier, augmenter le pouvoir de séduction des êtres. Les chants, les danses, les costumes, le maquillage, etc. Mais une autre logique était en œuvre et qui, elle, allait dans un sens complètement contraire et parce qu'il s'agissait au contraire de ligoter, juguler, contrecarrer, empêcher la séduction de se déployer pleinement. Par exemple, en interdisant aux femmes de porter telle ou telle tenue. Par exemple, dans la culture en islam, de les recouvrir intégralement pour cacher la séduction de leur corps. Mais c'est sur un plan encore plus fondamental qu'a été mise en œuvre cette logique de jugulation de la séduction. C'est l'institution matrimoniale. Dans toutes les sociétés connues, les mariages sont organisés par la famille. Les mariages étaient arrangés encore jusqu'au XVIIIe siècle et même largement encore au XIXe siècle dans certains nombres de milieux sociaux. Le mariage ne relève pas d'une logique de liberté et de séduction entre les hommes et les femmes. Ce sont les parents qui décident qui se marie avec qui. Et donc, la séduction n'a aucun rôle. On se marie en fonction des intérêts. Or, ce n'est plus du tout ce que nous voyons dans nos sociétés. Dans nos sociétés, toutes les limites qui ont fonctionné autrefois et qui freinaient la séduction, qui l'empêchaient, ont explosé. Regardez aujourd'hui, sur les sites de rencontres, vous pouvez draguer non-stop, le jour, la nuit, à toute heure. Vous vous connectez sur un site de rencontre et vous pouvez essayer de plaire à un certain nombre de personnes sur les sites virtuels. Mais aussi, dans les sociétés d'autrefois, les pratiques cosmétiques, la mode étaient dénoncées par les moralistes, par les gens d'église qui dénonçaient les vices de l'orgueil, en particulier des femmes. Tout cela a disparu. Nous sommes au contraire dans des sociétés de stimulation de la séduction. Partout, les industries cosmétiques invitent au maquillage, à la teinture des cheveux, à la mode. La beauté, la recherche de la beauté n'est plus du tout mise à l'index. Au contraire, on la valorise, on la stimule. Il s'agit de plaire à toute heure, à tout âge. Même les jeunes filles aujourd'hui se maquillent dès l'âge de 12-13 ans. Elles portent des talons, elles portent des mini-jupes. La sexualisation de l'apparence est devenue légitime. Mais cette logique de généralisation de la séduction a gagné évidemment aussi le domaine des mariages. Parce que depuis qu'il y a le mariage d'amour,
depuis le XVIIIe siècle, un tout petit peu, puis au XIX et surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, alors la logique de la séduction n'a plus de limite. Les êtres se marient quand ils se plaisent ou quand ils s'aiment, mais l'amour ne se détache pas ici de la séduction. Aujourd'hui, le mariage d'amour est en réalité une preuve de la nouvelle puissance de la séduction. Aujourd'hui, rien ne vient freiner ou rien ne doit freiner les mouvements d'attraction des êtres les uns envers les autres. On vit ensemble quand on se plaît et tant qu'on se plaît. Et tout le monde trouve ça légitime, à part les fondamentalistes, les islamistes radicaux et qui veulent mettre des freins à nouveau à la séduction. Mais dans les nations occidentales, le libéralisme, l'individualisme a gagné et la séduction par là même a pris le pouvoir. On se marie avec qui on veut en fonction des mouvements d'attraction. Donc, nous sommes en ce sens passés dans un moment de civilisation marqué par une séduction illimitée qui n'est plus freinée, une séduction de type individualiste, libérale, qui n'a plus de frein et de verrou. Mais il n'y a pas que le rapport de séduction entre les hommes et les femmes, ou entre les gays, ou afin de plaire, qui est en cause. C'est bien entendu la sphère économique elle-même qui illustre l'hégémonie nouvelle de la logique de séduction. Don Juan, aujourd'hui, est une figure dépassée de la séduction. Don Juan dit dans le livret de Mozart qu'il a séduit plus de 1000 femmes. Mais 1000 femmes, franchement, ce n'est pas beaucoup comparé à la puissance du capitalisme. Le capitalisme, il est le grand séducteur aujourd'hui parce qu'il séduit des milliards de consommateurs à chaque instant du jour et de la nuit. C'est devenu la grande machine de séduction. Et en ce sens, nous sommes régis par une économie de séduction, par un capitalisme de séduction. Un capitalisme de séduction qui est équivalent à ce que l'on appelle la société de consommation et plus exactement un capitalisme d'hyperconsommation. Le capitalisme d'hyperconsommation, c'est un capitalisme régulé, restructuré par l'hégémonie des principes de la séduction. Alors, quels principes ? Je vais le résumer à partir de 4 tendances qui illustrent cette puissance de la séduction. La première, c'est la logique de l'innovation, le changement permanent. La logique de la mode a pénétré l'univers de l'économie. Aujourd'hui, on séduit par la nouveauté. Et Freud dit quelque part que le nouveau a toujours quelque chose qui séduit. On est attiré par la nouveauté. Et la puissance du capitalisme, c'est de proposer tout le temps de la nouveauté. Alors la nouveauté crée la curiosité et qui est une forme, évidemment, qui enclenche une logique de séduction. Même les magasins aujourd'hui sont entrés dans une logique de renouvellement permanent, de changement perpétuel. Regardez les pop-up stores. Les magasins, ce sont des magasins éphémères, et parce que ça séduit, ça dure 2-3 mois. Et puis ensuite, on passe à autre chose. Et c'est ça qui nous séduit. Deuxième logique, la logique de la diversification, de la démassification, de la personnalisation. Dans les années 50, on créait par exemple des baskets pour jouer au basket ou marcher et qui avaient très peu de variantes. Il y avait 2 ou 3 couleurs différentes. Aujourd'hui, vous allez dans un magasin de sport, vous voyez les gammes de Nike ou de Adidas
avec des centaines de variantes. Et donc, on est dans une logique de diversification. La séduction marche au choix. C'est la séduction du choix individuel entre de petites différences qui n'ont peut-être pas une grande valeur, mais c'est ce qui séduit les consommateurs. Chacun trouvant la couleur qui lui plaît exactement et qui est différente de celle des autres. Troisième logique, une logique d'esthétisation systématique de l'offre marchande. Aujourd'hui, même les produits les plus utilitaires, les lunettes, les montres bracelets, les ustensiles de cuisine, sont présentés comme des accessoires de mode. On les présente comme des collections, avec des designers, avec des artistes. Même les enseignes des pharmacies doivent avoir un look esthétique. Regardez, aujourd'hui, quand on lance un bar ou un restaurant, il faut qu'il y ait une recherche esthétique. On est dans un design de séduction avec le packaging, la décoration des magasins qui doit attirer tout le temps les consommateurs dans une économie de concurrence et de compétition. C'est par une offre esthétique que l'on attire, que l'on séduit les consommateurs. Enfin, quatrième logique, la séduction fonctionne à la mobilisation des émotions, des affects. La marchandise ne doit pas simplement plaire aux yeux, elle doit toucher nos affects, nos émotions. Elle doit nous toucher, nous émouvoir. Vous voyez toute l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, qui sont des industries d'affect. On fait rire, pleurer, émouvoir le public. Vous voyez l'érotisation des images. On a parlé d'une érotisation de la marchandise avec le sex appeal qui doit attirer les consommateurs. Vous voyez toute la production de la nostalgie. On produit des objets vintage, rétro, et qui touchent les émotions, le sentiment de revenir en arrière. Et il y a tout un style aujourd'hui émotionnel de la publicité, avec l'humour, le rêve. Il s'agit d'amuser les consommateurs, de mettre en scène les enfants qui, du coup, touchent le cœur, touchent les émotions. Alors, je passe très vite parce que ça mènerait trop loin, mais vous voyez que c'est toute l'économie du capitalisme de consommation qui fonctionne à la séduction. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, il y a là un contraste radical avec notre époque, parce que là, nous vivons depuis cet hiver une époque de peur. Et évidemment, la peur de l'épidémie qui crée la méfiance et la dissimulation du visage avec les masques que l'on porte est un phénomène complètement contradictoire avec le système de la séduction. D'ailleurs, on le voit, il y a le recul des ventes en cosmétiques qui est déjà à l'œuvre. Les gens ont peur d'aller dans les magasins et certains développent l'idée que l'épidémie du Covid va mettre fin à cette économie ludique, cette économie légère de la consommation. Je ne le crois pas. Je pense que nous avons un moment, en effet, où la peur a pris le pas sur la logique de la séduction, c'est indéniable. Mais je suis convaincu que c'est lié à cette crise et que la logique de la séduction reprendra ses droits. Pourquoi? Mais parce que la passion
du bien-être, la passion de consommer n'est pas un pur effet de marketing. C'est inscrit dans les logiques individualistes, dans les logiques d'une société détraditionnalisée. Lorsque les traditions n'ont plus de poids, alors on est dans une logique qui conduit au mal de l'infini, dont parlait Durkheim, et aussi, comme le disait Tocqueville, qui engendre la passion dévorante du bien-être matériel. Je pense que la crise du Covid ne mettra pas fin à l'empire de la séduction et du capitalisme de séduction. Je ne pense pas que nous allions vers la disparition du principe de séduction. Ce qui se prépare, en particulier avec le défi écologique, avec le défi du réchauffement climatique, c'est, je pense, une nouvelle alliance. L'alliance entre le principe de séduction et le principe de responsabilité écologique et planétaire. C'est inévitable. Le monde de la séduction va évoluer. Il ne pourra plus se présenter simplement comme une logique de gaspillage, d'insouciance, d'irresponsabilité. Mais ça ne veut pas dire mettre fin à la logique de la séduction, qui, encore une fois, est portée par les logiques de détraditionnalisation et d'individualisation. Je pense que nous ne devons pas, qui nous a apporté beaucoup de choses, malgré tout positives. Elle a apporté un certain bien-être dans la population. Elle a permis d'émanciper les conduites et les comportements, faire l'éloge de la rupture avec la séduction. Cela, encore une fois, les fondamentalistes s'en chargent. Je pense que ce n'est pas ça que nous devons mettre en avant. Nous devons inventer, fabriquer une nouvelle société de séduction, en particulier à travers de l'éducation. Parce qu'en effet, une éducation qui est restructurée par le principe de séduction, ce n'est pas une bonne chose. Éduquer, ce n'est pas séduire. Nous devons non pas diaboliser, stigmatiser le principe de séduction, nous devons le réaménager pour qu'il soit compatible avec un développement durable et qu'il soit compatible avec, plus encore, le développement de l'individualité et de la liberté de l'esprit. Voilà, c'est quelques éléments très rapides que j'ai aimé vous présenter et je vous souhaite un très bon colloque, encore une fois avec tous mes regrets de ne pas être parmi vous, et j'espère simplement que ça va nourrir un tant soit peu le débat parmi vous. Merci encore de votre invitation.